Donc, bonsoir à tous les parents du jardin d'enfants, des jardins d'enfants de l'école Steiner, des jardins des petits. Bonsoir aussi à tous les pédagogues parce que la réunion elle a été un petit peu élargie aussi à d'autres pédagogues ce soir pour pouvoir bénéficier de cette conférence. Merci aussi au docteur Lemonde en fait d'avoir aussi répondu présent à cette demande de conférence qui était à la base. C'était déjà, ça devait être organisé l'année passée avec le confinement, on a dû l'annuler, puis on aurait voulu la faire en présentiel avec nos parents, mais malheureusement, c'était pas possible. Donc heureusement que Zoom existe et puis qu'on puisse quand même la faire ce soir. Donc le thème qui avait été choisi avec Guillaume, c'était donc éduquer vers la santé de 0 à 7 ans. Comment l'éducateur, parent, pédagogue peut devenir une ressource. Donc, cette conférence, je voulais juste préciser qu'elle sera aussi enregistrée. Donc, si d'autres parents n'ont pas pu venir, on pourra donner le lien. Et puis, peut-être je te laisserai peut-être te présenter en quelques mots, Guillaume, parce qu'effectivement, il y a peut-être certains parents te connaissent, mais pas tous. Et puis, je crois que tu avais compté un petit temps pour un question-réponse vers la fin. On fait comme ça ou... Absolument. Et puis, on s'était donné jusqu'à 22 heures. Comme ça, c'est pas trop tard aussi pour les parents. Voilà, donc je te laisse la parole et puis bonne conférence à tous. Merci Rosalie. Bonsoir à tout le monde. Alors, je m'appelle Guillaume Lemande, je suis médecin. Quelle légitimité ai-je à parler de pédagogie? Ma foi, je ne sais pas trop. Voyons voir. Je suis père de 4 enfants et puis j'ai hésité d'embêche pas mal de temps avant de devenir médecin entre pédagogie et médecine. Et à la fin de mes études, je voulais devenir pédagogue. J'ai travaillé dans une école Waldorf d'ailleurs. Pas longtemps, mais suffisamment pour voir que c'était ce qui me plaisait. J'ai été rattrapé par mes études et j'ai découvert la pédagogie curative en Suisse il y a maintenant quelque chose comme 30 ans, ce qui m'a mis en lien qui m'a permis de faire un pont entre la pédagogie et la médecine. Je suis installé à Vevey en Suisse. Alors, éduquer vers la santé, ce titre mérite un petit peu un développement. J'aimerais dire que communément, lorsque l'on pense à l'enfance, on va penser à un être pas fini qui a besoin d'être implémenté d'informations. On va apprendre à cet enfant plein de choses dans tous les domaines de la vie et puis pour qu'il soit prêt à affronter son existence, n'est-ce pas? Cette vision commune de l'enfant qui serait quelque chose comme un être immature, certes qu'il est aussi quelque part, je vais en parler, mais un être immature qu'il faudrait comme remplir d'infos, découle directement de notre conception du temps, puisque toute chose est fondée sur quelque chose d'antérieur. Donc si je suis devenu qui je suis, c'est parce qu'il s'est passé plein de choses avant qui m'ont permis de devenir qui je suis, n'est-ce pas? Donc on fait pareil avec les enfants et on essaye d'apporter le meilleur. Simplement, comme vous allez sans doute, comme j'espère vous allez le comprendre, parce que ça a une importance capitale, surtout dans la pédagogie Waldorf, en fait essentiellement dans la pédagogie Waldorf. Simplement, si on s'en tenait là, si on se tenait à imaginer que l'enfant est un être qu'il faut remplir de savoir, remplir de compétences de toutes sortes, alors on ne verrait que ce qui, en l'être humain, est comme produit par le passé. C'est-à-dire que, en imaginant que c'est tout ce que l'on fait qui s'ajoute à une page blanche, alors ce que nous sommes ne dépend que de ce que nous avons reçu, n'est-ce pas? Une mauvaise pédagogie entraînera des conséquences et il n'y aurait aucun moyen de sortir de cette chose infernale. Donc, en fait, en voyant l'enfant comme une page blanche dans laquelle on écrit, comme dit, on ne voit que le côté de l'instruction, c'est-à-dire que les pédagogues instruisent, ils donnent des instructions, ils signalent des choses. Bon.
Ce monde-là, dans lequel, en fait, chaque cause entraîne sa conséquence plus tard, le meilleur comme le pire, et on espère toujours le meilleur, ce monde-là est un monde qui, si on ne le voyait que comme ça, et si l'humain était conçu que comme ça, comme naturellement, est un monde où il n'y a aucune possibilité de nouveauté. Rien de nouveau n'arrivera jamais, puisque tout étant la cause de ce qui y avait avant, tout n'est que le développement de ce qui y avait avant. Donc, voir le monde de l'enfance comme un monde qui se construit à partir de tout ce qu'on lui apporte, c'est en fait voir l'humain comme privé de liberté, privé de possibilité de changement de jeu avec ça. C'est quelque chose qui l'on formate, que l'on implémente. Voilà. Comme je ne vous vois pas là en ce moment et que je parle devant mon ordinateur, il ne m'est pas facile de voir si vous me recevez, mais j'imagine. Puis on posera les questions après. Alors, il y a quand même une dimension en nous, avant de parler de l'enfant, j'aimerais dire ça. Il y a quand même quelque chose en nous dont on a tous fait l'expérience. Une chose qui contredit cette idée que tout ce que l'on vit soit explicable par le passé. Une chose qui donc contredit la logique, puisque pour la logique, chaque événement, chaque cause, suit son effet. Excusez-moi. Chaque effet suit sa cause, justement, pour la logique. Il y a une expérience que l'on peut faire qui contrebalance, qui remet en question ça. C'est par exemple lorsque l'on a beaucoup de problèmes et que l'on trouve, malgré les problèmes, le courage d'avancer. Le courage d'avancer au milieu des problèmes ne peut pas s'expliquer depuis le passé, parce que depuis le passé, il faudrait que je n'ai pas de problème pour avoir ensuite du courage. Mais là, j'ai des problèmes et j'ai pourtant du courage. J'ai des infortunes et j'ai pourtant confiance. Alors que si tout s'expliquait depuis le passé, il faudrait que d'abord tout aille bien pour avoir confiance en la vie. Pour être stable intérieurement, il faudrait d'abord que tout le monde m'aime bien, de façon à ce que je sois stable intérieurement dans mes relations. Vous voyez? Or, on peut découvrir cette stabilité, on peut découvrir cette confiance, ce courage, malgré tout ce qui s'est mis en place. C'est bien que dans notre nature, il y a des ressources qui ne s'expliquent pas depuis le passé. Et effectivement, avoir confiance ou pas confiance dans ce qui est maintenant, trouver le courage ou pas le courage à travers ce que l'on vit maintenant, ne s'explique pas à partir de ce que l'on a vécu avant. C'est maintenant que ça se passe. Ce sont des ressources que l'on découvre dans sa vie un petit peu plus tard. On peut se retourner un jour sur sa vie et puis remarquer combien on a acquis de cette faculté de pouvoir découvrir du courage quand il en faut, ou d'être stable. C'est-à-dire que quelque part dans la vie, on est arrivé à un point où on a découvert cette ressource que l'on n'avait pas avant, quand on s'observe, quand on avait 15 ans, 20 ans, 30 ans. C'est-à-dire que c'est une ressource qui était encore à venir et que l'on a, avec l'expérience, acquise. Cette part de nous qui peut être confiante, qui peut être stable, qui peut être intérieurement, j'entends, qui peut avoir du courage, qui peut aimer, c'est-à-dire dont l'amour ne dépend pas de ce qui était avant, ça serait un drôle d'amour, ça. Cette part de nous n'est donc pas liée à la chronologie. Ça ne s'explique pas depuis une cause première. Je le répète, si ça s'expliquait depuis une cause première, comme Freud le fait, alors il n'y aurait pas de liberté, il n'y a pas de confiance chez Freud. Il y a tout un complexe intérieur qui essaye d'aller avec la situation, mais ces notions dont je viens de parler ne seraient pas là. Donc cette part de nous n'étant pas chronologique, elle est hors du temps. C'est logique, il me semble, ce que je dis. Hors du temps, ça veut dire qu'elle agit de partout à la fois, donc aussi depuis l'avenir. Quelque chose de nous s'en vient depuis l'avenir. Il y a comme un courant depuis l'autre côté. Et là, on va trouver autre chose que l'instruction. On va trouver l'éducation. L'éducation, c'est ce qui permet de sortir l'enfant et, en latin, ducare, sortir, conduire hors.
conduire l'enfant hors d'une condition qui le donc conditionnait. Nous sommes conditionnés par le passé, c'est la condition de notre existence, et nous découvrons des ressources qui nous permettent de jouer avec la condition de notre existence, c'est-à-dire devenir acteurs de notre vie. Sinon, nous ne sommes que le produit d'une existence. Pour devenir acteurs de notre vie, nous avons à découvrir de l'autre côté des ressources qui s'approchent de nous. Éduquer, c'est rendre possible ces ressources. Il y a donc instruire depuis le passé, c'est très bien comme ça, c'est important. Les fondamentaux, comment est-ce qu'on apporte tout ça, écrire, compter. J'instruis et j'éduque. C'est-à-dire que j'offre à l'enfant quelque chose dont on va parler qui lui permet d'être lui-même, de se révéler lui-même, de devenir qui il est. Alors, ce que je vais vous raconter ce soir, pour que ce soit intelligible, me demande de parler encore un petit peu de notre nature humaine. Ce sera d'autant plus simple à comprendre après ce qui se passe dans cette première partie de la vie, là, dans l'âge préscolaire. Je vais prendre une chose importante à voir dans cette période de la vie. Vous voyez, très simplement, quand on observe un enfant entre, mettons, 0 et 5 ans, 6 ans, il s'est passé plein de choses, énormément de choses. Il y a une chose particulière que cet enfant est en train d'acquérir, je vais en reparler après, mais ça va être quelque chose qui physiquement va se constituer. Son corps physique, encore tout mou, j'aimerais dire tout tendre et plein d'eau, comme ça, du petit nourrisson, va se structurer. L'enfant va se redresser, va marcher, va trouver un équilibre, apprendre à faire du vélo, etc. Il se passe des choses comme ça, jusque dans le physique. Alors, j'aimerais vous parler d'une chose en oubliant un instant l'enfant pour y revenir après. Cette stabilité que l'enfant découvre sur son vélo, n'est-ce pas, à un moment, cette stabilité que l'enfant découvre avec ses premiers pas, cette stabilité que l'enfant découvre, et il la découvre justement, c'est quelque chose qui est à venir pour lui. Il s'approche de cette stabilité et se redresse. Il avance encore un peu dans la vie, il arrive à tenir sur son vélo. Quelque chose d'une ressource vient que nous connaissons nous-mêmes intérieurement, nous avons été enfants, c'est cette même stabilité intérieure. Cette stabilité que l'on n'a pas forcément encore à 20 ans, à 30 ans, et que certaines personnes découvrent peut-être à 70 ans, cette stabilité qui fait que l'on peut s'ouvrir à l'autre et se fermer et s'ouvrir sans se perdre et se fermer sans perdre le lien. Cette stabilité intérieure qui fait que l'on peut être dans une grande sympathie pour quelqu'un sans se perdre dans cette personne et être ensuite peut-être déçu par la personne sans être mis à terre, comme on peut l'être dans des relations. Quand on est mis à terre dans une relation, c'est que les vents ont tourné. J'étais pris dans une sympathie et ça ne va plus et je me casse la figure. La stabilité qui permet de vivre tout ça avec des sentiments amples, mais très amples, sans pourtant tomber, cette stabilité, elle n'est pas donnée avec le biberon. Elle n'est pas quelque chose que l'on apprend pédagogiquement, c'est quelque chose qui s'approche de nous. Alors, je vous parle un instant de ça, parce que ça va être capital pour toutes ces années d'avant la scolarité. Vous allez voir le parallèle après. Imaginons n'importe qui, un être humain, qui cherche cette stabilité, qui ne sait pas comment l'apprendre parce que ça ne s'apprend pas dans la tête, pas dans les livres, personne ne peut enseigner ça comme ça, qui n'a pas cette stabilité, donc ça veut dire qu'il la cherche, elle est encore à venir. N'ayant pas cette stabilité, alors cette personne va vivre des grands chamboulements intérieurs. Les relations vont n'aller bien que lorsqu'elles sont positives, agréables, sympathiques. Mais dès que l'ami, le conjoint, le collègue, je ne sais,
se détourne, alors la personne va être bousculée, chamboulée, chavirée, blessée, et va vivre comme ça des tumultes intérieurs. Cette phase-là, en fait, c'est un état intérieur trop ouvert, n'est-ce pas? Il y a pas, c'est comme si dans la balance entre je m'ouvre et je me ferme, il n'y a pas d'axe. Il manque quelque chose qui stabilise tout ça. Non pas qu'il faille stabiliser les sentiments, non, mais être stable dedans pour les vivre en balance. Alors imaginons cette personne qui n'est pas stable et qui ne peut pas faire ça. Ce que cette personne va faire, on le connaît tous, ça. On le connaît vraiment tous, chacun à sa mesure. Mais ce que cette personne va faire pour ne pas vivre ces mouvements-là, automatiquement va essayer de bloquer ces mouvements-là. C'est-à-dire que blessée comme elle est, ou chamboulée comme elle va monter dans la tête, réfléchir, analyser, essayer de comprendre pour bloquer les sentiments. Parce que l'analyse est beaucoup plus stable que le sentiment. Donc, c'est un succès d'années de stabilité qui va être trouvé dans la tête, dans les perceptions. On va se crisper en fait là-haut et bloquer les sentiments. Plutôt que d'être stable et vivre quelque chose de large dans lequel on est bien, eh bien, on bloque les sentiments. Vous me suivez toujours, j'espère. Je ne vous vois toujours pas, donc, mais j'imagine. Donc, je cherche cette stabilité. Je suis pris donc dans un mouvement intérieur par rapport au monde extérieur et je me bloque dans la tête. C'est ainsi que l'on perçoit beaucoup plus. Imaginez, vous avez été blessé, tout d'un coup, c'est comme un éveil. Les yeux s'ouvrent, tout s'ouvre. On est comme sur le qui-vive. Les perceptions vont s'éveiller. Et on ne peut encore rien faire de ces perceptions. Tout est là. Et dans un deuxième temps, on va se saisir de ces perceptions et tirer des conclusions. Les mettre en lien. Essayer de comprendre. Ah ouais, il avait l'air fatigué, c'est peut-être pour ça qu'il m'a parlé comme ça. Je comprends, il a déjà fait ça une fois, c'était à ce moment-là, parce qu'il s'était passé ceci. On met en lien des perceptions, des pensées, pour essayer de trouver une cohérence. Bien, je vais m'en tenir là avec mon petit exemple. Puis maintenant, on va parler des enfants. Voyez-vous, les petits-enfants de l'âge préscolaire, chacun à sa mesure, mais en tout cas tous ces enfants, en tout cas jusqu'à 5 ans. On pourra parler après, mais en tout cas jusqu'à 5 ans. Tous ces enfants ont globalement, puis c'est en train de changer d'année en année, mais regardez l'image générale, et c'est surtout dans les tout petits âges, un espace intérieur qui n'est pas encore délimité. Un tout petit nourrisson, par exemple, dans son lit, est complètement en lien avec tout l'extérieur, complètement, et ce n'est qu'avec le temps que les choses vont se délimiter intérieurement. C'est-à-dire que notre petit nourrisson, il n'est pas du tout stable, la stabilité est encore à venir, il est pris dans tout ce qui se passe autour, un petit peu comme notre exemple de tout à l'heure. Chacun à sa mesure, dans son âge, mais c'est le même principe. Complètement ouvert et pris par ce qui se passe autour. Et du reste, le petit nourrisson, comment dire ça, pris dans tout ce qui se passe autour, va, comment je pourrais dire ça? Oui, voilà, c'est ça. Ce nourrisson, en fait, lui manque, comme aux enfants jusqu'à 5 ans en tout cas, pour faire un peu arbitraire, ça peut être jusqu'à 7, mais il y a quelque chose qui se passe vers 5 ans. Comme les enfants jusqu'à 5 ans, va avoir besoin de faire l'expérience de quelque chose qui le stabilise. Il n'a pas ça. Il est pris complètement. Cette stabilité,
Si elle ne lui était pas, s'il ne pouvait pas la trouver, vous imaginez bien qu'il y aurait quelques problèmes qui s'en suivraient. L'enfant, en fait, est en train d'accueillir cette stabilité, mais lui, qui n'est pas, enfin, qui est en train de construire tout le décor de sa vie, ne peut le faire qu'à travers l'adulte. C'est-à-dire que je suis comme adulte celui qui va tenir lieu de stabilité pour l'enfant. Cet enfant qui n'a pas cette stabilité a besoin de l'adulte pour faire l'expérience de cette stabilité. Et il y a deux aspects importants à voir du côté de l'éducateur à cet endroit-là. Un aspect intérieur et un aspect extérieur. La stabilité de l'éducateur, on va voir ce que ça veut dire, sera donc capitale pour que l'enfant puisse vivre quelque chose qu'il n'a pas encore. C'est comme si l'adulte s'approchait comme depuis l'avenir de l'enfant. Comprenez? L'enfant a quelque chose à découvrir, l'adulte lui présente par ce qu'il va faire cette chose qu'il n'a pas encore. Je ne suis pas d'accord. Tu descends. File. Et la question sera, par exemple, pour l'éducateur, est-ce que j'arrive à offrir à l'enfant, aux enfants, par exemple, du jardin d'enfants, un cadre stable, c'est-à-dire un cadre unifié, c'est-à-dire, par exemple, une unité de lieu, une unité de personnes. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir 2 ou 3 pédagogues, mais si les pédagogues changent toutes les heures, ça va être compliqué pour l'enfant. Donc, est-ce que je peux offrir à l'enfant quelque chose qui soit unifiant, exactement comme notre stabilité intérieure permet de trouver un centre dans une unité intérieure? Je m'explique, c'est peut-être un peu compliqué ça. Je le redis comme ça. Vous voyez, si on a 2 plateaux de balance, je m'ouvre, je me ferme, je m'ouvre, je me ferme, et qu'il n'y a pas de stabilité, alors quand je suis ouvert, je ne suis que ouvert. Quand je suis fermé, je ne suis que fermé. Et je me balance entre 2 états complètement opposés, me perdant dans l'un, me perdant dans l'autre. Si je suis stable, alors l'ouverture ne va pas sans la fermeture. C'est-à-dire que je m'ouvre sans me perdre. Je me ferme sans perdre le lien. Il y a donc une unification. La balance est une, avec des plateaux qui balancent. Et bien c'est pareil dans un jardin d'enfants. L'unité du jardin d'enfants, l'espace que l'on offre aux enfants, dans sa stabilité, où ça ne change pas tous les jours, un coup la table elle est à gauche, un coup la table elle est à droite, un coup il y a le machin, c'est un décor stable. Et on ne va pas changer de décor comme ça tous les 3 mois, comprenez? Cette stabilité que l'on peut offrir, elle est capitale pour l'enfant. Ça, c'est comme ce que l'on peut mettre en place dehors. Dedans, dans ce que l'on vit, nous, comme éducateurs, il y a une chose très importante à faire, c'est comment est-ce que je découvre cette stabilité intérieure que je peux offrir à l'enfant, à mon enfant, par exemple, dans ma famille, à l'enfant dont je m'occupe dans un jardin d'enfants. Parce que si moi-même, je me perds dans une sympathie ineffable vis-à-vis de cet enfant, à me savourer moi-même, parce que c'est tellement doux d'avoir ce gamin avec soi. Je ne veux pas être d'une grande aide, en fait, comme éducateur. Je vais pouvoir faire des choses sans doute très intéressantes, mais point de vue stabilité, je ne serai pas ce qui, depuis l'avenir, apporte à l'enfant ce dont il a besoin. Il y a toute une différence entre aimer être avec un enfant, pour l'enfant, ou aimer être avec un enfant pour soi. C'est-à-dire qu'on sait tous bien, je veux dire, si on est avec une dizaine d'enfants ou 16 ou 20 enfants, et puis qu'il y en a 4 ou 5 qui sont pénibles, et puis qui ont le nez qui coule, et puis qui ont une voix stridente, on va avoir peut-être moins de sympathie vis-à-vis de ces enfants que vis-à-vis des autres qui sont tout tranquilles et tout jolis et bien peignés. Eh bien, cette antipathie que l'on peut avoir, certes peut-être très modérée, mais qui existe un peu, comme ça, et la sympathie que l'on peut avoir de l'autre côté,
qui nous attire de l'autre côté, en fait, si on suivait les mouvements intérieurs, objective simplement le fait que notre stabilité n'est pas là et qu'on est en train de chercher quelque chose nous-mêmes. C'est assez tragique d'ailleurs, parfois on peut voir des endroits, des personnes qui adorent être avec les petits-enfants, mais surtout les petits-enfants qui sont adorables. Alors qu'en fait, il ne s'agirait pas d'adorer être avec les enfants adorables, il s'agit juste de trouver une stabilité pour pouvoir donner le meilleur de soi-même dans cette situation et que l'enfant puisse avoir l'espace lui-même de découvrir cette stabilité. Je vais vous proposer un exercice. Il est 20h30, ouais, peut-être. Je vais vous proposer un exercice. Un exercice qui est une proposition pour devenir à cet endroit une ressource importante pour les petits, mais qui peut être très importante pour certains d'entre nous toute la vie. C'est un exercice qui permet de vivre cette stabilité. Prenez en considération une personne que vous aimez bien. Okay? Pensez à quelqu'un que vous aimez bien en ce moment. Une personne pour laquelle vous avez donc, je prends les mots que j'avais tout à l'heure, une personne pour laquelle vous avez de la sympathie. Ça peut être une forte sympathie qu'on appelle parfois à tort amour. Vous pouvez aimer cette personne, ça peut être une petite sympathie, mais en tout cas quelqu'un. Bien. C'est évident que si vous aimez bien cette personne, c'est évident qu'il y a des moments où cette personne, vous ne l'aimez pas trop. Ça ne peut pas être autrement. Les sentiments sont comme un vent qui tourne entre sympathie, antipathie, comme les plateaux de la balance. Donc, il y a une personne que vous connaissez, il y en a plein, mais choisissez-en une que vous aimez beaucoup. Et puis, vous remarquez qu'il y a peut-être des moments, quand cette personne ne rebouche pas le tube de dentifrice ou je ne sais pas quoi, que vous ne l'aimez pas. Et vous allez prendre un petit instant. On échangera à la fin, pas maintenant, mais on échangera à la fin. Vous allez prendre un petit instant, je vais vous laisser 1 minute pour ressentir déjà une chose, pour le vivre juste. Ça se passe là, hein, ça ne se passe pas dans la tête. J'aime cette personne. Comment ça fait dedans? Alors, on va faire ça 1 minute, ce n'est pas compliqué, c'est juste de le sentir. Comment ça me fait dedans quand je me dis « j'aime cette personne ». C'est chaud et ça pétille. Voilà, on le fait 1 minute et puis j'interromps. Voilà. Maintenant, on va faire exactement l'inverse. La même personne, hein. Regardez comment ça fait dedans quand vous vous dites « je n'aime pas cette personne ». Ne vous inquiétez pas, vous ne leur faites pas de tort. Juste de ressentir ces moments-là « je n'aime pas ». Prenez le temps de vivre ça. Ce n'est pas une question de savoir si ça doit être aussi fort ou pas, c'est juste de sentir, de goûter ce moment-là, comment ça fait dedans. Et dans un troisième temps, essayez de laisser résonner ces deux expériences ensemble. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de réfléchir à ça, on ne peut pas, elles sont paradoxales ces expériences, mais elles ont laissé chacune une certaine saveur, un certain goût. Essayez de d'évoquer ces deux goûts ensemble, de vous tenir avec ces deux choses ensemble, comme entre deux notes de musique qui forment un intervalle, de les écouter ensemble, un petit instant. Voilà, il n'est pas du tout facile de diriger ce genre d'exercice dans le contexte que nous avons là maintenant, mais peut-être vous touchez déjà l'expérience de quelque chose de particulier dedans.
Je vous invite à le refaire, on en parlera de toute façon tout à l'heure, ensemble si vous le souhaitez, mais vous pouvez le faire avec n'importe qui cette affaire-là. Et par exemple avec vos enfants, parce que si vous avez des enfants, j'imagine que vous les aimez, enfin je vous le souhaite. Toujours est-il que j'imagine aussi, et ça c'est évident, qu'il y a des moments où ils vous tapent sur le système, c'est normal. Eh bien, vous pouvez connaître avec le petit Pierre ou la petite je sais pas quoi, des moments où vous les aimez bien, des moments où vous les aimez pas. Et de faire ça, d'avoir les deux et de les vivre, ces deux choses ensemble, fait découvrir un espace à partir duquel on rencontre l'enfant d'une façon stable. Ce qui, vous le remarquerez, comment dire, permet en fait une plus grande mobilité des sentiments puisque l'on est stable, justement. On n'a pas besoin de se crisper à rien du tout. Donc, une rencontre plus intimement forte. Donc, l'éducateur peut devenir une ressource au moment où il découvre, ou plutôt en découvrant, parce que c'est jamais gagné, c'est quelque chose que l'on exerce et qu'il est toujours plus facile d'évoquer, en découvrant cette stabilité intérieure. Qu'on le fasse consciemment, comme par l'exercice que je vous propose, ou pas, de toute façon, c'est le challenge. C'est ce qui est demandé. On va être dans des circonstances de vie avec les enfants qui vont nous faire passer de grandes joies à de grandes déceptions. C'est tout le temps comme ça. Ce qui fait que dans notre vie, tout le temps, on va vivre des écarts entre je m'ouvre et je suis fermé, et je m'ouvre et l'autre est ouvert à moi et se ferme à moi. Vers 11, 12 ans, là, les enfants ils commencent à pas vouloir faire copain-copain avec les parents. Donc, il y a des choses qui se vivent pendant toute l'enfance pendant toute l'enfance de nos enfants pour l'éducateur, qui nous font passer de l'un à l'autre. Et ça nous fait passer de l'un à l'autre parce que depuis l'avenir, on est en train d'apprendre à se tenir entre l'un et l'autre, comme dans l'exercice que je vous propose. Dans le temps, se déroulent des oscillations qui sont en fait ce que l'on a comme décor pour découvrir ce qui permet de ne pas osciller avec, d'être là, dans ses sentiments ouverts. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à un petit enfant parce que lui, il en a éminemment besoin, ce petit enfant, de cette stabilité. Il ne l'a pas, il la cherche. Et l'éducateur est le tenant lieu de stabilité pour l'enfant. J'aimerais dire que l'autorité, c'est vraiment le terme choisi, l'autorité du pédagogue dans l'âge préscolaire passe par sa stabilité intérieure. C'est ça qui fait autorité. Ce n'est pas de crier plus fort et de faire la grosse voix, c'est d'avoir cette stabilité-là. Si l'enfant, comment dire ça? On va imaginer une espèce de caricature en se disant que le pédagogue ne serait absolument pas stable, ou qu'il n'y aurait même pas de pédagogue, ce serait terrible. Il y aurait des choses autour qui s'occupent de l'enfant, mais imaginez cet enfant-là complètement, en fait, pris dans un monde dans lequel il n'y a aucune stabilité, où tout change tout le temps, où tout change tout le temps, va être comme la personne dont je vous parlais tout à l'heure, blessée dans ses sentiments, à chercher la stabilité elle-même, avec les moyens du bord. Comme elle n'est pas stable intérieurement, elle va, comme je le disais tout à l'heure, monter dans la tête. Le petit enfant qui monte dans la tête, en fait, devient tout tête, tout organe d'essence, tout à se tenir sur des choses comme il peut pour ne pas être déstabilisé. C'est-à-dire qu'il va y avoir chez l'enfant une expérience de focalisation. Quand l'enfant n'est pas stable, et ne peut pas être, comme il ne l'est pas, et ne peut pas être stabilisé par un environnement qui le soit, et par quelqu'un qui incarne cette stabilité, alors il va se stabiliser comme il le peut en focalisant. Devient de plus en plus précis, en fait trop vieux, il devient trop vieux trop vite. C'est un peu la différence qu'il y a entre Heidi, qui est là dans ces montagnes, et puis la petite fille qu'on trouve sur la place des Trocadéros, qui, au même âge, n'a pas du tout la même tête que Heidi. Je ne sais pas si vous voyez Heidi dans ces montagnes, quelque chose de rond,
de joyeux. Et la petite fille caricaturale à laquelle je pense sur les Trocadéro à Paris, dans ses petits souliers vernis, complètement squelettique, maigre, les gros genoux, vous savez, on voit que les genoux, et puis pâle, qui en fait est vive, mais vive, comme l'éclair. Elle a tout compris tout de suite, elle a tout vu tout de suite. Ben, cette petite fille, en fait, elle cherche une stabilité en montant dans la tête. Alors, on peut s'extasier de ça, on peut dire « Waouh, ça va, elle est vachement intelligente ». Et sans doute. Et puis, ma foi, c'est comme c'est. Il y a encore plein de choses qu'on peut faire pour elle. Mais imaginez le trait qui soit poussé à l'extrême. Ben, le trait poussé à l'extrême, ça serait une enfant qui effectivement devient très très vive, mais avec les sentiments complètement écrasés. On voit bien qu'il y a comme une espèce de balance entre je focalise d'un côté et de l'autre côté, je découvre avec le temps la stabilité intérieure. Mais je ne l'ai pas comme petit enfant. Donc il faut qu'on me l'apporte par quelqu'un qui le soit stable. Une deuxième étape. Quand on a toutes ces perceptions, je vous le disais tout à l'heure, quand quelqu'un nous a fait de la peine ou nous a fait, je sais pas, quelque chose qui nous a heurté et qu'on est chamboulé et qu'on ne trouve pas cette stabilité, on monte dans la tête, on voit des choses et on commence à analyser, n'est-ce pas? Et le petit vélo dans la tête. En fait, ce processus est tout à fait naturel. C'est-à-dire que les perceptions que l'on a, on va essayer de les mettre en relation avec des pensées, avec d'autres perceptions. On essaye de faire des analogies, on essaye d'y voir clair dans ce fouillis perceptif. Le petit vélo dans la tête, c'est en fait, ce sont des pensées qui s'enchaînent parce qu'elles se ressemblent. Notre pensée humaine est analogique, vous savez. Quand on pense quelque chose, on le met en relation à quelque chose qui ressemble. Et on met en relation des perceptions et des pensées et des représentations qu'on a qui se ressemblent. Toute notre pensée est faite comme ça, d'analogie. C'est normal, c'est naturel de faire ça. Et l'analogie, les analogies que l'on fait comme adulte, quand on dit « tiens, il s'est passé ça ici, ça se ressemble », c'est toutes ces analogies qu'on fait. La logique, par exemple, est analogique. Entre la cause et la conséquence, ça passe ensemble. Et bien, toutes ces analogies, en fait, mettent un ordre, mettent une cohérence dans le monde perceptif. Si on n'avait pas ça, notre monde perceptif serait un fouillis chaotique. Alors, voyez-vous, il y a une chose super importante à cet endroit pour la pédagogie. Autant il va être embêtant dans la première partie de l'enfance, là, jusqu'à l'âge préscolaire, de faire tout pour que l'enfant focalise, je vais vous redire pourquoi, autant il est important de faire des liens. Alors, je vous explique. Imaginons, je suis avec un petit de 3 ans et puis je lui apprends à regarder exactement le truc, à couper exactement sur le trait, à dessiner exactement dans l'intervalle du carré, à ne pas déborder. Oui, imaginez qu'on fasse ça. Puis il y a bien des gens qui le font, ma foi. Imaginez qu'on ne fasse que ça. Je ne dis pas que c'est mal ou que c'est bien de le faire, mais imaginez juste le trait, forcez le trait. En faisant ça, en fait, on est en train d'éveiller l'enfant à, je l'ai dit tout à l'heure comme ça, la tête, les organes d'essence. On est en train d'éveiller l'enfant à l'endroit où l'on se place lorsque l'on n'est pas stable. N'est-ce pas? Ce que je disais tout à l'heure. Si on apprend à l'enfant à focaliser, alors on apprend à l'enfant à se mettre à l'endroit où l'on se place lorsque l'on n'est pas stable. En gros, on est en train de dire à l'enfant, tu n'es pas stable. On est en train de lui dire, la stabilité, tu ne peux pas l'accueillir. On ne lui rend pas forcément service, c'est ça que je veux dire par là. En revanche, oui, on ne lui rend pas service parce qu'on lui apporte quelque chose comme ça. En revanche, si notre activité pouvait se placer dans une cohérence entre toutes les perceptions, c'est-à-dire si elle pouvait se mettre dans
ce qui soutient nos perceptions, ce que je viens de dire, la cohérence, les analogies, les rythmes. Alors on offrirait à l'enfant de pouvoir mettre en place cette faculté de focalisation à son rythme. On n'est pas en train de lui dire « t'es pas stable », on est en train de lui dire « tiens, regarde, tu vas faire l'expérience un jour de tout un tas de choses que tu perçois, la petite fourmi là sur la branche, la coccinelle qui est à côté, le petit grain de sable, tu vas voir, tu es en train d'apprendre tout ça. Je ne vais pas insister là-dessus, ça se fait tout seul. Mais je t'offre quelque chose qui permet de mettre tout ça dans une cohérence pour que tu ne sois pas pris dans un fouillis perceptif. » Eh bien, cette chose que l'on apporte aux enfants, c'est justement, comme pour notre logique, de l'analogie. Alors l'analogie, elle se fait dans l'espace comme dans le temps. Dans le temps, une analogie, ça s'appelle un rythme. Je refais les choses, on refait. Tous les jeudis, on fait du pain. Tous les vendredis, on fait de la soupe. Tous les soirs, on va au lit autour de, ça dépend des âges évidemment, 18h, 18h30, 19h, autour de ça. Pas un coup à 5h, un coup à 24h. Vous voyez ? C'est la musique de la journée est rythmée. La musique de la semaine, la musique de l'année. Il y a des choses qui reviennent tous les ans. Ça, c'est dans le temps. Cette rythmicité, ou l'histoire que l'on raconte, et on la re-raconte, et encore, et toujours pareil, ça doit être absolument analogique. À un certain âge, si on change un mot, l'enfant, il nous le fera remarquer. C'est la même histoire qu'on raconte avec les mêmes mots. Eh bien, toutes ces affaires-là dans le temps, ces cycles, en fait, sont en train d'offrir à l'enfant de quoi mettre en cohérence toutes les perceptions qu'il fait. Pas simplement en lien avec ce qu'on fait là maintenant, mais toutes les perceptions. C'est-à-dire que la rythmicité lui permet de découvrir intérieurement, progressivement, une capacité en fait, la capacité de réflexion. Je ne sais pas si vous le savez, mais le QI se met en place dans les premiers âges de la vie. Et il se met en place essentiellement grâce à la rythmicité. Ce n'est pas avec des jeux dits éducatifs que ça se fait. C'est la rythmicité des jours, des semaines, des années qui donne à l'enfant ce dont il a besoin pour faire des associations, justement. Puisque les rythmes sont déjà analogiques, les associations sont également analogiques, il peut, grâce à ces rythmes, découvrir intérieurement de quoi faire des associations cohérentes. Dans l'espace, c'est la même chose. C'est-à-dire que j'offre à l'enfant des choses où les choses sont en lien. Par exemple, si je joue comme enfant avec je sais pas moi. Par exemple, on peut bien jouer avec n'importe quoi de toute façon, mais imaginez que on me donne comme enfant un objet qui représente quelque chose, mais on n'est pas dans un jeu symbolique, on est dans un jeu, c'est comme une reproduction. On me donne la reproduction d'un morceau de bois en plastique. Ben, on peut jouer avec, je veux dire, c'est pas un problème, mais n'empêche que ce truc que je vois comme un morceau de bois n'a pas l'odeur du morceau de bois, ni le goût du morceau de bois. Ce qui fait qu'il y a une incohérence par rapport à la nature. Un coup, ça va être comme ça, et un coup, le morceau de bois dans la forêt va être différent. La cohérence des objets par rapport au monde, en fait, c'est déjà la mise en lien de différents aspects de ces objets que moi, en tant qu'enfant, je vais pouvoir recevoir. Ce qui fait que les liens du monde, je les reçois aussi comme cohérence. C'est dans l'espace la même chose que les analogies rythmiques. Donc, offrir à l'enfant un cadre en cohérence avec l'univers, en fait, et dans une rythmicité, va lui permettre d'élaborer, j'aime pas ce terme, en fait, c'est pas une élaboration, va lui permettre de découvrir de quoi mettre en lien toutes ces perceptions. C'est le deuxième aspect pédagogique essentiel. Donc le premier, c'était la stabilité intérieure, la stabilité de l'éducateur, qui
stabilise et offre une ronde à l'enfant, la ronde des enfants en fait, dans le jardin d'enfants. Ça, c'est le côté stable, on pourrait dire le côté terre, ça ancre l'enfant. Et puis, la rythmicité ou les analogies entre les choses, donc la cohérence des choses, qui, depuis l'autre côté, agit comme une ressource pédagogique essentielle puisqu'elle va permettre à l'enfant de développer la tête dont je parlais tout à l'heure sans s'y coincer dedans. C'est-à-dire qu'il va développer sa faculté de focalisation sans utiliser sa faculté de focalisation pour remplacer une stabilité qu'il n'a pas. Donc, il va pouvoir être libre avec. C'est une pensée libre qui vient. C'est en fait les bases mêmes de l'intelligence qui sont là. C'est en fait l'endroit le plus essentiel de toute l'enfance pour le développement de l'intelligence. L'intelligence au sens de possibilité de mettre en lien des concepts avec des représentations à travers des perceptions. C'est la base même. Et c'est la base même de la liberté qui est là. Parce que si on ne peut pas faire ça, alors on est dans une pensée qui ne vise qu'à se prémunir de sentiments difficiles. On ne va pas pouvoir penser l'univers, on va s'enfermer en soi avec ces pensées. Et on va devenir malade. Donc, ce qui sera de nouveau pas un mal ni un bien, ça sera un fait, ça sera une nouvelle expérience pour découvrir d'autres choses. Mais tant qu'à faire, ce n'est pas la peine de mettre encore des cailloux supplémentaires dans la chaussure du petit gamin. Autant voir comment accueillir ce qui est essentiel. Et l'essentiel, donc, cette stabilité d'un côté et la rythmicité de l'autre. Il y a une autre chose que j'aimerais voir entre ces deux-là. Donc, là, je ne peux pas dessiner, je n'ai pas de tableau et ma tablette m'a lâché tout à l'heure. Mais donc, vous voyez, il y a la stabilité que l'on est amené à découvrir et qui est encore à venir, qui va venir physiquement dans « je me dresse, je marche, je fais du vélo, je fais du ski », qui vient là-dedans. Cette stabilité physiquement est vécue là et qui va intérieurement encore, elle est aussi à venir intérieurement et qu'on va découvrir beaucoup plus tard. Cette stabilité-là, l'adulte l'apporte à l'enfant. Donc d'un côté, il y a ça. La stabilité, les organes des sens qui nous stabilisent, la pensée qui nous stabilise et puis les sens qui s'ouvrent comme ça, comme espèce de substitution, et de l'autre côté, ces rythmes. Pouvez-vous, s'il vous plaît, éteindre votre micro? Et de l'autre côté, ces rythmes qui sont importants pour justement que la... Il serait possible d'éteindre votre micro, s'il vous plaît? Merci. Et ces rythmes qui permettent justement de focaliser sans se durcir. Bien. Excusez-moi, je vais chercher les micros ouverts. Voilà. Alors, encore une chose. Enfin, il y a plusieurs choses à voir, mais en fait, on pourrait échanger aussi là-dessus. Il y a plein de choses qu'on peut voir, mon Dieu. Mais une chose importante, c'est que, vous voyez, au centre là de mon espèce de triptyque, c'est comme s'il y avait deux aspects. Il y a cette stabilité et puis la rythmicité. Et au milieu, quelque chose qui doit être préservé de toute action pédagogique directe, c'est-à-dire la focalisation. S'il y a une action directe sur « je focalise sur les petits détails, regarde, fais ça, coupe exactement, dessine exactement comme il faut », si on fait ça, en fait, je le répète, hein, on offre un espace dans lequel l'enfant ne devient pas stable intérieurement, c'est-à-dire ne peut pas être libre dans sa vie intérieure. Mais cet endroit est important. C'est important de pouvoir apprendre à tracer un jour un trait de 1,2 cm. C'est important de pouvoir mettre exactement un point sur un i. Cette
capacité de le faire viendra de ce que nous auront offert les éducateurs. Enfin, en fait, on l'apprendra quoi qu'il en soit, c'est naturel, mais on sera libre de pouvoir jouer avec ça si on a pu vivre et si on continue de vivre cette rythmicité qui est pédagogiquement essentielle dans la première partie de cette enfance, dans l'âge préscolaire. Maintenant, encore un point que je voulais apporter, c'est celui-là. C'est que, autant il y a ces deux aspects qui enchâssent la focalisation, mais la focalisation elle-même est, comment dire, en regard de quelque chose d'autre qui est la faculté de s'approfondir. Hein, soit je me focalise, soit je prends l'ensemble. Hein, vous pouvez regarder un Rembrandt à la loupe, focalisé. Ah oui, là, Rembrandt, il a mal fait. Là, je vois qu'il y a un tout petit truc de bizarre, j'aurais pas fait comme lui. Ça, c'est de la focalisation. Hein. Et puis, on peut prendre toute l'image en soi. On se recule pour ça. On ne va pas mettre le nez sur le Rembrandt. On prend au moins 2 mètres, si ce n'est 4, selon la taille du tableau. Et on prend le tableau en soi. En fait, la distance, l'espace que l'on offre au tableau, entre le tableau et soi, c'est comme une distance qui s'approfondit dedans. Cet approfondissement, l'enfant, le tout petit enfant, en fait, ne peut pas le faire. Il peut, lui, se perdre complètement dans son environnement, mais ce n'est pas un approfondissement. Lui, il apprend à s'approfondir. Pour s'approfondir, il s'agit d'avoir des images intérieures, de pouvoir laisser venir des images intérieures. Donc, c'est l'éducateur qui, dans sa stabilité, pourra offrir à l'enfant de se tenir dans ce qu'il observe, dans ce qu'il voit, dans ce qu'il entend, dans ce qu'il sent, dans ce qu'il goûte, pour avoir le temps de prendre en lui l'expérience complète. Pour ça, il faut du temps. On ne peut pas s'approfondir en 2 secondes et demie. On peut voir très très vite que Rembrandt, ici, à 3,5 cm à côté du bord gauche de la toile, a fait un drôle de truc avec son pinceau dont il aurait pu se passer. Ça, très vite. On regarde, ah ouais, tiens. Mais pour prendre en soi une image comme peinte par Rembrandt, il faut un peu plus de temps. Un recul. Savourer tout ça, le prendre complètement et refaire l'image dedans. Alors vous imaginez bien que si on offre à l'enfant de quoi avoir tout un tas d'images qui lui sont données, il n'aura pas le temps de faire ces images à lui. C'est tragique de voir ces petits-enfants qui sont complètement happés par tout un tas de choses, qui font des images tout le temps. Ah, c'est sûr qu'ils sont calmes, mais ils sont complètement anesthésiés à l'intérieur. Ils sont pris dans les yeux, ils sont pris dans les oreilles, pris dans les yeux, pris dans les oreilles. En fait, ils sont pris à l'endroit où ils ne seront pas libres, avec une difficulté de respirer cette chose, de la goûter, de la savourer. Comment est-ce qu'on savoure une image intérieure si ce n'est en se la faisant soi-même? Les histoires que l'on raconte à un enfant, elles procurent des images que l'enfant se fait soi-même. Et parfois, c'est drôle. Ils font des drôles d'images. Mais n'empêche qu'ils se font des images. Quelqu'un me racontait tout récemment qu'il était question dans une histoire d'un diable. Et l'enfant se faisait l'image d'un diable. Simplement, pour lui, un diable, c'est quelque chose qui permet de bouger des caisses. Vous savez, un diable. Mais ce n'est pas grave. Des images sont faites et l'enfant cherche une cohérence là-dedans. Il n'y a pas, si on prend les contes de Grimm, à une époque, on disait « Oulala, les contes de Grimm, c'est grave, il y a une sorcière, ça va faire peur. » Maintenant, on met tout un tas encore de choses morales là-dedans qui n'y sont pas en vrai. Mais en fait, la sorcière ne fait pas peur si on se fait l'image soi-même. Ce qui fait peur, c'est les images de sorcières qu'on nous a montrées. Quand j'avais 4 ans, je suis allé avec mes parents voir Blanche-Neige au cinéma. La sorcière m'a terrifié. Je m'en souviens encore de la scène avec la sorcière. Elle est figée en moi. Elle est cristallisée en moi. Ce qui fait qu'après, quand on me racontait des histoires de sorcières, qu'est-ce que j'avais moi? Je n'avais pas mon image. J'avais les images de la sorcière de Blanche-Neige. Mais
Mais toutes les histoires qu'on m'a racontées avec des ogres et puis des machins qui bouffaient les petits-enfants, tout ça, ça m'a jamais fait peur. Ça m'a intéressé beaucoup. Les images, je me les faisais moi-même. Eh bien, se faire des images, plutôt que d'être saturé d'images, offre à l'enfant donc la possibilité d'offrir ça à l'enfant. Ça lui offre de nouveau de ne pas focaliser et de pouvoir depuis ce côté-là aussi trouver des espèces d'images cohérentes intérieures qui permettent de mettre en relation toutes les informations qu'il aura entendues dans l'histoire. Donc il y a le rythme d'un côté, la rythmicité, mais il y a aussi le fait de prendre le temps de raconter des histoires que l'enfant peut accueillir et se faire ces images soi-même sans le saturer avec tous ces petits écrans et ces petits machins. J'espère que vous entendrez dans mon discours non pas une espèce de dogme qui dirait c'est très très mal de faire autrement que ce que je viens de dire, parce que ce n'est pas ce que je porte, vraiment pas. C'est juste pour que vous entendiez que ce n'est pas anodin et qu'on fait un grand bien aux enfants quand on leur permet d'avoir le temps de se faire des images eux-mêmes. Ma chère maman, quand on était tout petit, je m'en souviens aussi, je n'étais pas arrivé encore en première classe, peut-être quand elle était un peu fatiguée de nous voir nous chamailler, nous asseyait sur un tabouret, on était trois frères. Est-ce que vous pouvez éteindre s'il vous plaît votre micro? Merci. Je te promets que ce n'était pas mon intention, j'avais rien prémédité. Ouais, vous pourriez éteindre votre micro s'il vous plaît? Merci. Nous asseyait sur un tabouret, nous demandait de fermer les yeux pour écouter tout ce qui se passe autour. Et alors, on restait comme ça dans cette leçon de silence à écouter ce qui se passait autour. Et tout ce qui se passait autour laissait, je m'en souviens bien, laissait comme une trace autour. Tout un paysage. Il y avait le coq qui chantait au loin, il y avait un tracteur qui passait de l'autre côté, il y avait des hirondelles qui tournaient autour de la maison, il y avait le tic-tac de l'horloge, il y avait le gaz sous la casserole qu'on entendait chuinter, il y avait l'eau qui bouillait dans la casserole, il y avait mon frère qui se raclait la gorge. Comprenez? Il y avait tout un espace sonore qui se déposait dedans, avec vraiment tout un monde qui se construisait à mesure. C'est la même chose, c'est de nouveau une image intérieure à travers l'univers sonore. Une leçon de silence. Et je vous invite à faire ça une fois. Asseyez-vous où vous voulez, là où il y a un petit peu de bruit, quand même pas dans une pièce complètement silencieuse, que ce soit des bruits qui vous soient agréables ou pas. Au milieu d'une ville, au milieu de la campagne, dans votre salon, vous ouvrez les fenêtres et restez un instant à écouter tout ce qui se dépose là. Comme si les sons déposaient une trace. Ce que vous allez observer, si vous le faites, et le refaites, et le refaites, c'est que l'espace intérieur s'élargit. Le monde devient large, grand, mais dehors comme dedans. Cette expérience-là, c'est bon de l'avoir vécue comme éducateur, parce que c'est exactement l'expérience qui fait du bien aux enfants. Donc, il y a la stabilité avec un exercice que je vous ai proposé, et puis il y a cet espace intérieur avec cet autre exercice, par exemple à travers l'ouïe, ce que je viens de vous proposer à l'instant. Voilà. À 5 ans, autour de 5 ans, les enfants découvrent une chose qu'ils n'avaient pas avant, c'est cette faculté de mettre eux-mêmes en relation toutes les perceptions. C'est-à-dire que les rythmes qu'on leur apporte, les combinaisons de ce qui se passe dans la journée, tout ça commence à devenir intégré. L'enfant, vers 5 ans, arrive à faire des liens tels qu'il puisse découvrir que sur le pot de cornichon, il est écrit C-O-R. Il va demander, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Il va pouvoir mettre des liens entre des lettres, des sonorités, il a une pensée qui commence à se structurer d'une façon analogique. C'est ça qui lui donne envie de lire, par exemple, à 5 ans. Si on laisse faire, en fait,
c'est un petit moment qui vient et qui va s'éteindre et qui va revenir plus tard dans un bon apprentissage de la lecture. Souvent, à 5 ans, quand l'enfant a 5 ans et puis qu'il commence à faire ça, le parent vient dire bah alors c'est l'heure, il faut qu'il apprenne à lire. Mais en fait, c'est comme une espèce de première acquisition, un petit peu comme l'enfant qui commence à se dresser sur ses jambes avant de faire les premiers pas. Et on est dans l'ambiance de 5 à 7 de fin de préscolaire. Alors, je dis 5 à 7, c'est vraiment presque arbitraire parce qu'en fait, pour les neurologues, c'est jusqu'à 6 ans et demi avec la maturation des voies extrapyramidales. Pour l'école Waldorf, on pourrait dire que c'est 7 ans, mais pour l'État, c'est parfois 6 ans, peu importe. On est à partir de 5 ans dans ces quelques temps qui suivent juste derrière, dans une ambiance de préscolaire avec quelque chose de primaire qui s'en vient, comme une espèce d'entre-deux, dans lequel l'enfant va, en fait, comme il peut lui-même commencer à faire des corrélations, va commencer donc à lui-même, à grandement, mais j'aimerais dire comme librement maintenant, focaliser sur des choses. C'est-à-dire qu'il va lui-même mettre en relation la carte du dinosaure avec le nom du dinosaure, avec les compétences du dinosaure, et puis tout un jeu de cartes de dinosaure, ou tout un jeu de cartes de baleine, ou de footballeur, etc. De 5, 6, 7 ans, ça va venir très très fort. En fait, l'enfant va commencer à essayer de faire quelque chose avec ce fouillis perceptif, à le mettre dans son ordre à lui. Ça demandera donc d'autant plus à cet enfant qui est donc maintenant dans ces images qu'il va collectionner, dans ces trucs, ça demandera d'autant plus à l'éducateur de découvrir cet espace dedans où non seulement il est stable, mais aussi où on a le temps. Comprenez? On n'a jamais le temps, n'est-ce pas? Tous les jours, là. On est tout le temps en train de courir. Ben, découvrir ce temps que l'on a de prendre soin de ses enfants. Alors, c'est vrai à tous les âges, évidemment, mais ça va devenir essentiel. Comment est-ce que j'arrive à prendre le temps d'être avec l'enfant pour, comment dire ça, laisser moi-même en tant qu'éducateur raisonner tous les liens qu'il y a dans tout ce que l'on fait, sans que ça passe par la tête. Il faut que je vous donne un exemple. Je me promène avec un enfant de 6 ans peut-être, ou de 5 ans et demi, 6 ans, qui donc, maintenant, d'une façon comme autonome, focalise bien, fait lui-même des liens. Bien sûr qu'ils vont faire des liens avant les enfants, mais là, ça devient comme une compétence acquise. C'est là. Et on voit, je sais pas moi, on voit une vache dans le champ, mais il se passe plein de choses avec ça. Plutôt que d'aller compter le nombre de mamelles à son pis ou de regarder je sais pas quoi, ce qui serait encore focalisé plus, on peut très bien s'approcher de la vache et prendre le temps de sentir l'odeur de cette bête. Ou, je ne sais pas, comprenez, prendre le temps de compléter, d'agrandir le champ perceptif. C'est ce qu'on faisait déjà avant pour les enfants plus petits, mais là, ça devient capital. Parce que sinon, on continue de focaliser. Donc, agrandir le champ perceptif. On voit quelque chose, quelle odeur ça a? Quel bruit ça fait? Comment c'était dans les tables? Etc., etc. Mais pour ça, on a besoin de temps. Je n'ai pas parlé des 2 ans et demi, 3 ans. Il se passe quelque chose. Peut-être que ça viendra dans nos échanges. Mais il se passe quelque chose d'essentiel à cet endroit-là. On peut parler de beaucoup de choses, mais j'ai parlé quand même un petit moment, là, 1h15. Il nous reste 45 minutes, nous sommes nombreux. Je pense que je vais m'en tenir là. Quand je disais éduquer vers la santé, ou je crois que c'était quelque chose comme ça, le titre, en fait, j'aimerais conclure par ça. C'est que l'enfance est un moment d'accueil, de ressources encore à venir, de ressources d'être. Du côté de l'instruction, c'est un savoir-faire que l'on apprend, c'est le côté du passé, c'est-à-dire ce qui du passé a une conséquence plus tard.
Du côté de l'éducation, c'est être que l'on découvre, c'est-à-dire c'est ce qui de plus tard est appelé à devenir présent. Quand ce plus tard comment dire ça? Ce plus tard qui est appelé à devenir présent, c'est ce qui permet de découvrir dans le décor de notre vie la stabilité nécessaire, la profondeur nécessaire par rapport aux perceptions, le courage nécessaire dans les obstacles et la confiance dans l'existence, la confiance en la vie plus exactement. C'est ce qui permet ça. Et à chaque moment de l'enfance, sa ressource. Pour la première partie de la vie dont il était question ce soir, c'est la stabilité intérieure. Un petit peu après, très large, de 5 ans à 16 ans, et plus court, on va dire de 7 ans à 14 ans, c'est cette profondeur intérieure. C'est comment j'arrive à me mettre en lien avec la cohérence du monde. De 14 à 21, ou si on fait un peu plus large, de 12 à 23, c'est comment je m'engage, comment je suis dans le courage du pas à pas. Et encore après l'école, dans ces âges d'apprentissage où on n'a pas fini d'être enfant en vrai, jusqu'à 28 ans sans doute. C'est bizarre de dire qu'on n'a pas fini d'être enfant, mais vraiment, il y a des choses qui encore sont nécessaires à notre existence d'adulte, alors qu'on est déjà majeur au sens de la loi. Il y a cette ressource essentielle qui est comment je m'ouvre à la vie qui s'en vient, comment est-ce que j'accueille ce qui est, toutes ces questions qu'on se pose à la fin des apprentissages ou pendant le choix de ces études. Ces ressources-là, on en a besoin toute la vie, et toute la vie, on y puise. À chaque instant, on a besoin de confiance, d'un pas à pas engagé, de profondeur par rapport aux perceptions qui nous permettent d'avoir une cohérence dans un fouillis, dans ce qui sinon reste un fouillis, et cette stabilité intérieure. À tout moment, on en a besoin. Les moments où l'on n'arrive pas à rendre présent ces ressources sont des moments de déséquilibre, sont des moments où on va essayer comme on peut, avec ce que l'on a, de remplacer ce qui nous manque. Et ce remplacement ces compensations, ces ersatz que l'on met en place vont quelque part crisper, quelque part relâcher trop. En fait, nous mettre dans des états qui deviennent des états de crispation, je vais dire comme ça très simplement, dans des états pathologiques. Dans des états pathologiques, au sens où finalement, on pourrait dire qu'on guérit en permanence de son enfance. L'éducateur est par ses actes le remède de l'enfance. Par ses actes, l'éducateur est le médicament, comprenez? C'est-à-dire qu'il est le médicament parce qu'il ouvre l'avenir, parce qu'il permet à l'être qui est là, avec lui, d'être qui il est. Pour cela, l'éducateur a besoin d'être dans la rencontre à l'enfant, parce que si je ne fais qu'appliquer tous mes petits procédés, toutes mes petites procédures, mes petites pensées, mes machins, ou de n'assouvir que mes besoins de sympathie, de besoins d'affection, ou de je ne sais quoi, ou de me rassurer avec un enfant qui va bien, si l'enfant tient lieu pour moi de ce qui donne du sens à la vie, ou je ne sais quoi, je ne vais pas rencontrer l'enfant. Et je ne vais surtout pas ouvrir de quoi lui offrir d'être qui il est. Il va devenir mon parent, peut-être, dans le pire des cas. Rencontrer l'enfant nécessite de laisser la place à l'enfant. Laisser la place à l'enfant ne veut pas dire le laisser faire ce qu'il veut, non. Ça veut juste dire ne pas déborder sur lui. Ne pas déborder sur lui ne veut pas dire être en distance, non. Ça veut dire pouvoir accueillir ce qui est stablement dans un processus de pas à pas. En fait, quand on arrive à être stable intérieurement, par l'exercice que je vous propose, il est simple. Mais comme tout exercice, la complication, c'est pas tant l'exercice lui-même que de le refaire. Hein. En tout cas, par l'exercice que je vous ai proposé, quand on arrive à faire ça et quand on découvre la joie de le faire et d'être ensuite avec son enfant dans cette qualité intérieure-là, eh bien, l'enfant a toute la place d'être et l'engagement est d'autant plus fort parce qu'on ne déborde pas sur lui. C'est l'enfant qu'on rencontre. C'est non plus soi-même dans l'enfant, comprenez? On est en train de rencontrer l'autre, donc on est d'autant plus engagé à ce moment-là. Voilà, je ne sais pas comment tout ceci a pu être entendu par vous, n'ayant pas vu vos visages pendant tout ce temps, mais je me tiens maintenant à votre disposition, puis nous pouvons échanger ensemble. Je vous remercie pour votre attention.